Professeur, aidez-nous à comprendre cette image, ces différentes images de l'islam qu'on a en France. Cette image diversifiée de l'islam français. Oui, si je le peux, parce que, comme vous le dites, la situation est de plus en plus embrouillée. Il y a actuellement près de 4 millions de musulmans qui vivent en France, et ces musulmans sont originaires de pays différents. Ils ont des nationalités différentes. Il y a des Pakistanais, il y a des Turcs, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a bien sûr beaucoup d'Algériens surtout. Il y a des Tunisiens, des Marocains, etc. Et cette masse, car c'est devenu une masse importante, et c'est même visible dans la rue, jusqu'à présent a vécu en quelque sorte en marge de la société, parce que il n'y a pas de la part du gouvernement français, quelle que soit la majorité qui est au pouvoir, une politique concertée, une politique à long terme, et une politique aussi qui prenne en charge les problèmes immédiats à l'égard de cette présence devenue importante de musulmans en France. Or, la France, comme les autres pays européens, a ses propres références historiques, ses propres références culturelles, et il y a ce grand problème qui est celui de toute l'Europe, de la sécularisation, qui est un bien sûr pour les Européens, une sécularisation qui n'a pas eu lieu du tout du côté des sociétés musulmanes. Voilà pourquoi il y a un creux profond qui s'est creusé au cours de l'histoire. Ça n'est pas la responsabilité ni de la France ni des sociétés musulmanes, c'est tout simplement l'histoire qui le veut ainsi, et cette histoire est celle de la Méditerranée depuis le XIIIe siècle. On peut remonter en effet jusqu'au XIIIe siècle pour suivre le développement de ce fossé qui s'est creusé entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud et est de la Méditerranée. Il serait trop long de donner cette explication, mais je voudrais insister d'emblée, et pour les Italiens, je sais que c'est un problème très important. Les Italiens sont des Méditerranéens et s'intéressent beaucoup à la Méditerranée. Je suis allé souvent en Italie. Je sais qu'il y a beaucoup de colloques, beaucoup de rencontres, beaucoup d'intérêt de la part des Italiens et des Espagnols justement à la question géopolitique de la Méditerranée. Voilà pourquoi j'insiste dès le début sur le fait que le creux ou le fossé qui s'est creusé entre les deux rives de la Méditerranée est un fossé d'autant plus profond qu'il s'est aggravé au lieu de se rétrécir après les indépendances, notamment des pays d'Afrique du Nord. Parce que les indépendances ont insisté sur l'aspect idéologique de la personnalité qui a été appelée arabe et islamique de ces pays d'Afrique du Nord. Et cette personnalité arabe et islamique a été très fortement affirmée idéologiquement, mais culturellement, c'est-à-dire du point de vue par exemple de la connaissance historique de la culture islamique, c'est très faible. Il y a très peu d'études, très peu de connaissances de la part des Maghrébins eux-mêmes. C'est donc une affirmation idéologique, une volonté politique qui ne s'appuie pas sur des ressources culturelles existantes, ce qui a accentué l'imaginaire politique des Maghrébins comme des gens du Proche-Orient sur ce qu'ils appellent la personnalité arabe et islamique, et c'est cet imaginaire-là qui est opposé à un Occident qui n'est pas compris, qui n'est pas étudié justement dans sa réalité historique. Et la confrontation sur la question de la laïcité et de la religion est une confrontation qui se déroule sur une ignorance mutuelle de cette situation que je décris d'un point de vue historique évidemment trop rapidement. Mais c'est ça le fond du problème. Et la réponse normalement à cela, quand je disais qu'il n'y a pas de politique, c'est que normalement, étant donné qu'on a laissé s'installer pour des raisons diverses
une communauté aussi large, aussi importante, il aurait fallu prévoir une politique culturelle, une politique, je dirais, intellectuelle, en créant dans les pays d'Europe, et pas seulement en France, des lieux d'information scientifique au sujet de l'histoire de la Méditerranée, pour faire comprendre aux citoyens, aussi bien les musulmans qui sont installés ici que les citoyens des pays européens, leur faire comprendre de quoi il s'agit, au lieu de se battre comme nous le faisons autour de l'affaire du foulard, autour de l'affaire Rochdi, autour de Taslima Nasrin, autour de tous ces brûlots. Ce sont des brûlots que l'on utilise, qui allument des passions, et ces passions ne peuvent pas s'éteindre parce que une information, encore une fois, n'est pas donnée. Il n'y a pas de lieu pour la donner, l'université ne la donne pas, les écoles ne donnent pas cela, et encore une fois, on n'a pas créé des espaces d'information scientifique au sujet de cette question. Vous avez souhaité la naissance d'une université. Exactement. Moi, j'ai essayé en France, justement, pour répondre à cette question, de faire créer par le ministère français de l'Éducation nationale, avec toutes les protections laïques propres à la France, parce que je considère que la laïcité est une conquête positive, c'est un progrès, je voudrais la faire connaître, mais il faut la faire connaître par les moyens éducatifs nécessaires. Alors j'ai essayé de faire créer un centre national d'études islamiques, national, c'est-à-dire qui intéresse l'ensemble de la nation française, pour faire venir des professeurs spécialisés, donner des conférences publiques, donner toutes sortes d'informations et désamorcer les passions qui ne cessent de s'allumer chaque fois qu'il y a une confrontation. Et malheureusement, l'actualité politique en Algérie et ailleurs, ce n'est pas seulement en Algérie, l'actualité politique rallume constamment ces passions. C'est pas seulement en question d'information, information culturelle, c'est, semble-t-il, aussi une question économique, en question d'identité comme d'identité personnelle, oui, et d'identité économique comme des exclus de la société, oui, de France. Oui, oui. C'est pour ça que, croyez-vous qu'il y a cette réislamisation en France? Oui, alors il faut introduire en effet l'aspect économique du problème. Alors l'aspect économique du problème, il y a la crise générale dont l'Europe elle-même souffre depuis longtemps. Et nous entendons constamment parler de cette crise. Ça n'est donc pas une crise particulière à ce problème musulman. Seulement, les pays en voie de développement ou les pays du tiers-monde souffrent encore plus de cette crise que les pays européens eux-mêmes. Et cette crise, donc, retentit d'autant plus profondément et violemment dans des pays du tiers-monde que ça génère effectivement des protestations politiques violentes, et c'est assurément en Algérie une des raisons de la violence, hélas, à laquelle nous sommes en train d'assister depuis octobre 1988. L'histoire de l'Algérie fait que, malheureusement, dans ce pays, la violence a atteint des degrés extrêmes, mais cette violence est aussi indicative d'une évolution qui peut avoir des caractères positifs, parce que les Algériens sont en train de faire l'expérience historique, justement, de cette confrontation féconde entre l'expérience de l'organisation laïque de l'espace public, de la gestion laïque de l'espace public, et cette autre expérience d'une gestion religieuse de l'espace public. Pour la première fois, malheureusement, ça se fait dans une confrontation violente, qui rappelle beaucoup, pour un Français, la confrontation qui a eu lieu en France durant la grande révolution française de 1789 entre l'Église et l'État bourgeois, qui a donné lieu à toutes les violences que nous connaissons. Donc là, vous voyez, nous rejoignons un problème beaucoup plus général. Il y a des questions qui sont posées de la part de la population moins informée à propos de l'islam. Par exemple, on pourrait demander, est-il possible pour des musulmans séparer l'État de l'Église? Oui, alors à cette question, personnellement, je réponds depuis longtemps, oui.
Ça n'est pas seulement depuis que le drame algérien, le second drame algérien, parce que l'Algérie, hélas, a connu un premier drame. Depuis que le second drame a éclaté, évidemment, cette question est devenue plus présente, en particulier en France et en Europe, mais c'est une question qui peut être résolue dans l'histoire de la pensée islamique. Et l'histoire de la pensée islamique nous enseigne qu'il y a une séparation entre l'instance, non pas de l'État et de la religion, l'instance du spirituel et du temporel, parce qu'il y a une différence entre l'ordre du spirituel que représente par exemple actuellement l'Église catholique. Après la séparation de l'État et de l'Église comme institution, il reste quand même la distinction, pas la séparation, mais la distinction entre la sphère du spirituel qui est occupée par le pape et la sphère de la chose publique qui est gérée par les États laïques européens. Ben, en islam, c'est exactement la même chose. Le calife, dans la période classique, le calife n'a aucune espèce de responsabilité spirituelle. Le calife a la responsabilité de faire appliquer une loi qui n'est pas édictée par lui. Ce sont les docteurs théologiques et juristes qui ont la capacité d'apprécier la loi, d'énoncer la loi en s'appuyant sur les textes religieux révélés, et ce sont des personnels religieux, le cadi, le magistrat suprême de la cité musulmane, qui a la capacité de juger. Ce n'est pas le calife. Il y a là une séparation très nette. Mais c'est la loi. Et le calife tient sa légitimité de ces docteurs de la loi, exactement comme par exemple en France, avant la Révolution, le roi de France devait être sacré à Reims pour recevoir sa légitimité. C'est la même articulation. Ça veut dire que, si je comprends bien, les pouvoirs de l'État est de quelque façon sujet à une pouvoir religieux. Il n'est pas sujet à la loi. Il n'est pas sujet à une pression du tout. Pas plus que le pouvoir politique ne doit exercer une pression sur les docteurs. Les docteurs sont indépendants de l'État. Ils énoncent la loi selon leur capacité d'analyse des textes sacrés. Mais ils ne peuvent rien imposer. Et inversement, l'État ne peut rien imposer aux ulémas. Voilà, ça c'est le fonctionnement idéal que je décris. Attention, parce que le fonctionnement réel, dans l'histoire, comme dans l'histoire européenne, c'est la même chose. Dans l'histoire européenne comme dans l'histoire musulmane, l'État, c'est-à-dire le pouvoir politique, a en réalité étatisé la religion. Il a étatisé les oulémas, c'est-à-dire les docteurs, en les mettant à son service et en faisant des fonctionnaires, alors qu'ils ne devraient jamais être des fonctionnaires de l'État. D'ailleurs, dans la théologie musulmane, un docteur de la loi doit refuser la charge que lui propose l'État pour conserver son indépendance. Il doit la refuser. Et il y en a qui l'ont refusé. Absolument. Évidemment, d'autres l'ont accepté. Donc là, évidemment, je décris la théorie telle qu'elle fonctionne, mais rien ne nous empêche de réaliser cette théorie, justement. En Europe, elle a été réalisée par la force. On peut poser la question d'une autre façon. Est-ce que la communauté musulmane est capable de vivre dans une situation de démocratie et de séparation comme il y a ici ou pas? C'est une question d'économie, on l'a évoqué. C'est une question de culture. La démocratie ne peut pas vivre sans une culture de la démocratie. Et la culture de la démocratie comprend la culture historique, une culture philosophique plus ou moins développée. Et tous les citoyens européens ne l'ont pas. C'est pour cela que la démocratie, même en Europe, ne fonctionne pas idéalement. Ça suppose une culture civique. Comment fonctionne une cité?
Or, ces aspects de la culture, pour l'instant, manquent dans les sociétés musulmanes. Et c'est la responsabilité des États, après les indépendances, qui, au lieu d'enseigner une culture moderne ouverte, ont plutôt enseigné une culture profondément idéologique. C'est le cas de l'Algérie avec le FLN. C'est-à-dire orienté vers la définition officielle de la culture, comme dans les États communistes de l'Est, plus que vers une définition libérale de la culture, car sans la définition libérale de la culture, il n'est pas possible de parler de démocratie. Et la démocratie repose sur le débat libre, et ce débat libre tourne autour de questions qui ne peuvent être traitées que par des citoyens qui ont accès à la culture, et à une culture, j'insiste, libre. Donc la démocratie a des exigences. Parlons un peu de quantité, non seulement de qualité. Parmi ces 4 millions presque de musulmans qu'il y a en France, cette idée d'une sorte de réformation de l'islam, d'un détachement des liens avec les États étrangers est majoritaire, selon vous, ou pas? Elle est en train de devenir majoritaire. Ça demande du temps. Parce que les États continuent toujours d'exercer une pression sur leurs citoyens qui sont ici en France. Les Turcs, par exemple, s'intéressent à leurs citoyens. Le Maroc s'intéresse à ses citoyens. La Tunisie s'intéresse à ses citoyens. Pour des raisons diverses, à la fois politiques et économiques. Par conséquent, il y a ce problème du lien entre les immigrés qui vivent en France ou en Allemagne ou en Hollande ou ailleurs, c'est la même chose dans toute l'Europe, car il faut poser le problème dans l'espace européen, puisque cet espace existe maintenant comme un espace ouvert et libre. Par conséquent, cette relation entre les immigrés et leurs États respectifs doit être traitée d'une façon neuve, ouverte, entre les États, et peut-être maintenant entre la Commission de Bruxelles, la Commission de Bruxelles et les différents États qui continuent de suivre leurs immigrés dans les différents pays européens. Je crois que cet aspect de la question est urgent. Il faut le traiter, parce que les immigrés se trouvent en quelque sorte entre deux chaises, puisqu'ils sont sollicités à la fois par leurs États d'origine et sollicités par les États européens qui leur demandent d'avoir une option claire, soit de s'installer définitivement ici et de vivre selon les lois de ce pays, tout en conservant bien sûr des prérogatives ou des caractéristiques propres, surtout en matière de la croyance religieuse. La liberté religieuse est reconnue par toutes les constitutions européennes, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais il y a des problèmes d'appartenance qui doivent être clarifiés, et ils sont en train de se clarifier, ça prend du temps. Et déjà, avec la deuxième et même maintenant la troisième génération, ces problèmes sont en train de se résoudre. Qu'est-ce que sont très brièvement les changements que les musulmans doivent passer vivant en France, devenant des citoyens français? Il y a des choses qui doivent se changer dans cette communauté. Oui. On a déjà parlé, mais d'une manière très synthétique, si vous pouvez les dénoncer encore une fois. D'une manière très synthétique, ils doivent comprendre en quoi consiste l'histoire de France. Que signifie, par exemple, la Révolution en France, qui détermine aujourd'hui l'esprit républicain, la notion de république. Ça ne signifie pas de renoncer à une part pas du tout. De la pas du tout, identité. Parce que la République est un espace civique. La République est un espace de liberté. Et dans cet espace de liberté,
le citoyen peut défendre ce qui pour lui est important. Il appartient donc aux musulmans qui vivent en France d'utiliser cet espace républicain pour poser des questions de culture, par exemple. Quels aspects de la culture arabo-musulmane pourraient faire partie d'un enseignement et d'un enseignement public, par exemple l'enseignement de la langue arabe dans les lycées. Ça existe déjà en France. L'enseignement de l'histoire de la pensée arabe et islamique dans les lycées et collèges, beaucoup plus qu'elle ne l'est jusqu'à présent. Et cet enseignement n'est pas une introduction de quelque chose d'étranger à la culture française ou à la culture italienne ou à la culture allemande. Nous l'avons dit au début, il s'agit, dans ma perspective, je suis historien de la pensée islamique, il s'agit d'enseigner l'histoire des peuples méditerranéens d'une manière non idéologique, j'insiste. Par conséquent, ce n'est pas une demande exorbitante des musulmans qui envahiraient, en quelque sorte, un espace qui n'est pas le leur. C'est comme ça que c'est perçu pour l'instant. Et c'est une fausse perception parce que l'enseignement d'histoire du monde méditerranéen à la manière de Fernand Braudel, un grand Français, grand historien français, de réputation mondiale, la leçon de Fernand Braudel n'a pas encore pénétré dans l'enseignement de l'histoire en Italie même, en Espagne. L'Espagne, vous vous rendez compte? 7 siècles de culture musulmane en Espagne qui ont été arbitrairement écartés, mais ça fait partie de l'Espagne. Et ça fait partie, par l'intermédiaire de l'Espagne, de l'histoire de la pensée européenne. C'est ça que nous voulons rétablir. Ça n'est pas une charité, ça n'est pas un abri que l'on demande. C'est le rétablissement d'une histoire de la Méditerranée qui a été occultée par la volonté idéologique des Européens qui ont développé une volonté hégémonique à l'égard du sud et de l'est de la Méditerranée, en le contrôlant depuis le XVIIIe siècle. C'est toute la lutte contre l'Empire ottoman pour se partager les possessions de l'Empire ottoman au XIXe siècle et déjà au XVIIIe. C'est cette histoire-là qu'il faut ouvrir. Vous voyez, j'insiste sur ce point, vous voyez, ça n'est pas une charité. Ça n'est pas un abri. Oui, oui, oui. Vous pensez dans une perspective assez grande. Si vous... Oui, ça serait intéressant. Ouais. Cette question des rapports qui nous intéresse bien sûr en Italie parce que les musulmans sont beaucoup chez nous aussi. C'est une question de comment établir des rapports, des dialogues entre le gouvernement, l'État et la communauté musulmane. Il y a, on a vu des tentatives ici en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a des tentatives en France de la part du ministère de l'Intérieur, parce que tous les ministres de l'Intérieur sont en même temps en France des ministres du culte, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de regard sur ce qui se passe dans les différentes confessions religieuses, dans la mesure où ces confessions ont des manifestations publiques, étant donné que le ministre de l'Intérieur gère l'espace public. Donc le ministère français essaye de faire pour les musulmans qui sont en France ce que Napoléon et la Révolution française avaient déjà fait pour les juifs en créant ce qu'on appelle en France le consistoire juif, qui est un organisme élu et qui est reconnu par les juifs. Encore qu'il y a toujours des tensions chaque fois qu'il y a des élections, bien sûr, mais ça c'est déjà établi pour les juifs en France. Alors l'État français, qui est un État centralisateur, qui veut tout contrôler, veut faire la même chose pour l'islam. Mais pour l'islam, c'est assez délicat. D'abord pour la raison que j'ai indiquée, il y a des musulmans qui appartiennent à des nationalités différentes. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, beaucoup plus important, c'est que l'islam est théologiquement comme le protestantisme. C'est-à-dire qu'il
réclame le libre examen des Écritures. Et le libre examen est la responsabilité de chaque croyant. Ça n'est pas l'anarchie pour autant. Chaque croyant peut donner son avis et confronter son avis aux avis des autres musulmans. Et il y a un débat perpétuel. Et qu'est-ce que ça Et signifie? c'est à travers ce débat que se dégagent des positions communes. À travers le débat, pas à travers la décision d'un organisme qui serait élu ou désigné ou quoi que ce soit. Ça, théologiquement, dans l'islam, ça ne compte pas du tout. Voilà pourquoi il y a une contradiction dans la procédure de l'État français, qui est centralisateur et qui veut avoir des intermédiaires pour communiquer avec les communautés, et les exigences théologiques qui, tout de même, sont extrêmement importantes. Voilà pourquoi, même si, là, le ministre Charles Pasqua veut mettre en place un conseil représentatif de l'islam en France. J'ai une invitation, là, c'est demain que ce conseil représentatif de l'islam en France va être installé par le ministre Charles Pasqua. C'est utile, ça peut rendre des services, c'est utile. Mais encore une fois, il faut faire attention à l'aspect théologique. Il faut qu'il demeure un espace libre. Parlons un peu de ce qui arrive maintenant dans la situation. Qu'est-ce que vous croyez que les gens d'origine algérienne sont maintenant, après ce qui est arrivé à Marseille il n'y a pas un mois? Qu'est-ce que vous voulez parler des Algériens qui vivent en France? Oui, qu'est-ce qu'ils sont difficultés à continuer à vivre tranquillement ici, ou ils ont peur de ce qui... Je vous pose la question. La situation en Algérie, et notamment les actes de terrorisme qui se sont passés dans les semaines dernières, ont, à vos avis, changé les rapports entre la communauté algérienne, même des citoyens français d'origine algérienne, et les Algériens et les Français, ou pas? Qu'ils ont constitué Non, je ne pense pas du tout que ça ait changé les rapports entre les Algériens qui vivent en France et la France et les Français, pas du tout. Parce que la plupart des Algériens maintenant qui vivent en France sont des citoyens français. C'est-à-dire que, bon, ils sont affectés bien sûr par ce qui se passe, parce que ce qui se passe est dramatique, c'est tragique. Tout le monde souffre de ce qui se passe, on partage la souffrance, ça c'est humain. Mais l'appréciation politique de ce qui se passe, je crois, est assez claire. D'abord, les Algériens qui vivent ici sont impuissants à intervenir, et ils ne cherchent pas d'ailleurs à intervenir. Et par conséquent, ils mesurent très bien leurs responsabilités ici en France, et ils ne peuvent pas tirer une conclusion quelconque de ce qui se passe en Algérie pour avoir des positions spéciales ici. Ils n'ont rien de spécial à demander au gouvernement français à cet égard. Qu'il y aura une exportation du conflit algérien interne à l'Algérie en France ou pas? Je ne pense pas personnellement que ça puisse se produire. Enfin, c'est un sentiment comme ça que je vous livre. Je ne suis pas du tout dans les secrets de ce qui peut se décider. Moi, je ne connais pas du tout cet aspect des choses. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de raison de transporter le conflit dans un pays européen. Je ne vois pas ce que l'on pourrait gagner à le transporter. On pourrait dire que la France a des responsabilités. Vous savez, on dit beaucoup de choses dans cette situation difficile. Beaucoup. On entend dire toutes sortes de choses très contradictoires. C'est pour cela qu'il est téméraire de porter des jugements ou de donner des avis là-dessus. Parce qu'il y a énormément de choses très, très contradictoires. Tout est embrouillé. Et personnellement, je préfère rester
loin de ces supputations ou de ces stratégies en chambre qui se développent, même de la part de ceux qui se présentent comme des experts de ces affaires-là. Personnellement, ça me laisse extrêmement sceptique. Alors, je vous demande de dessiner une image d'une musulmane d'origine française, d'origine algérienne, comme vous êtes, face au futur. Qu'est-ce qu'il va devenir ces personnages dans les années? Oui, bah, c'est une question que j'aime bien parce que j'ai fait plusieurs fois des conférences en évoquant l'horizon 2010. Je l'évoque, j'ai écrit des choses là-dessus, l'horizon 2010. Pourquoi 2010? Parce que c'est très proche. C'est nous qui y allons et qui sommes en train de décider de ce qui va se passer dans les 15 prochaines années. Bien sûr. Nous sommes les acteurs. Donc il faut que nous soyons conscients des choix politiques que nous faisons, aussi bien en Europe que du côté des sociétés arabo-turco-irano-musulmanes. C'est comme ça qu'il faut s'exprimer pour englober tout le monde, parce qu'il ne faut pas dire seulement les Arabes, il y a les Turcs aussi. Les Turcs, c'est important, et ils font partie du jeu de la Méditerranée. Par conséquent, je vois ça dans l'horizon 2000 comme une période de construction de rapports nouveaux, qui soient des rapports entre les peuples et pas seulement des rapports entre les États. Jusqu'à présent, nous avons eu uniquement des rapports au sommet, entre les diplomates, les ministères des Affaires étrangères, c'est-à-dire d'État à État. Et ces rapports-là ne prennent pas en considération les intérêts politiques des peuples. Je dis bien les intérêts politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le type de politique conduite par les États vis-à-vis de leur peuple. Du côté des sociétés arabo-turco-irano-musulmanes, depuis les années 50 et 60, les États n'ont pas conduit une politique démocratique à l'égard de leur peuple. C'est un fait d'histoire dont nous voyons les conséquences. Et les États européens ne se sont pas du tout intéressés à cet aspect des choses. Pas plus que les États européens ne se sont intéressés, si ils s'y sont intéressés du point de vue idéologique, à ce qui se passait dans les États européens de l'Est pendant la période communiste. Sous prétexte de la non-intervention dans les affaires des autres, eh bien, on traite des choses avec les États, et à l'intérieur de ces États, il peut y avoir des atteintes aux droits de l'homme, il peut y avoir toutes sortes de non-respect de valeurs essentielles au sujet des rapports entre l'État et la société civile, on s'en fiche. Alors, la prochaine étape, je dis, c'est de rompre avec cette situation, rompre avec cette diplomatie et engager des rapports où les peuples sont concernés. Comment se peut se passer ces rapports? En instituant des débats publics, aussi bien de l'autre côté qu'ici, et en multipliant les échanges. Par exemple, comment se constitue la construction européenne actuellement? Il y a des échanges intenses de la jeunesse, des étudiants, des travailleurs, qui circulent dans tous les pays européens pour qu'ils s'initient à l'atmosphère de chaque pays européen. Il faut inclure les pays de la Méditerranée dans cette circulation, qui est une circulation culturelle. Nous avons un besoin vital, voilà l'horizon 2010, un besoin vital de la circulation des cultures, pas de la circulation des biens matériels. On fait circuler le commerce, parce qu'on en a besoin, pour réduire le chômage. Et on méprise complètement la culture et par conséquent la démocratie. L'avenir de la démocratie. Vous croyez que la population musulmane et même la population française ou européenne a aussi tant de flexibilité pour se rendre Il ne faut pas parler de l'avenir en termes de peur. Il faut parler de l'avenir en termes d'espérance.
Voilà. Alors, je vous pose encore une fois la question. Vous croyez que les peuples musulmans et celui européen ont assez de flexibilité pour rencontrer? Dans l'état actuel des choses, nous sommes presque tétanisés par la violence. Tétanisés, plus que paralysés. Nous rejetons cette violence. Mais justement, j'évoque l'horizon 2010 dont nous sommes les acteurs pour que, en tant qu'acteurs, nous substituions une politique de l'espérance, une politique de l'investissement sur le côté bon de l'homme et non pas sur ce côté violent. Et nous décidons d'interrompre les origines de cette violence. Parce que les origines de cette violence, elles sont dans la modernité européenne. C'est la modernité européenne. Je n'ai pas le temps de l'analyser, mais je peux le faire. C'est la modernité européenne telle qu'elle fonctionne, même dans les sociétés européennes, qui engendre de la violence. Car même dans les sociétés européennes, il y a beaucoup de violence, ouverte et cachée, structurelle et physique. C'est la modernité mal maîtrisée, la modernité sauvage, la modernité matérielle et matérialiste qui engendre cela parce que le côté de la culture humaniste qui fasse attention et qui prenne en charge le sort de la personne humaine n'est pas développé. Il suffit de regarder les crédits investis dans les centres de recherche scientifique européens pour la recherche technologique, la recherche de l'industrie et la recherche dans les humanités. Ce que nous appelions les humanités, et nous n'employons même plus ce mot. Alors que sans les humanités, nous n'aurons pas d'horizon 2010. Alors c'est un choix politique que j'évoque, sous la forme d'un choix évidemment philosophique. Il faut prononcer le mot. Nous avons besoin de philosophie. Et de revenir à la pensée philosophique au lieu de traiter constamment les problèmes en termes d'économie, en termes de lutte politique. C'est ce que nous faisons. Et il faut que les journalistes nous aident à parler de philosophie au public. Et chaque fois qu'on évoque la philosophie, c'est trop compliqué, c'est pas pour. Et voilà, je dénonce cela. Je le dénonce. Ça signifie que vous êtes optimiste? Vous le voyez, moi j'investis toute ma carrière, tout mon enseignement, je voyage partout en Europe. Partout. En Amérique, dans les pays arabes, partout, dans le monde. Même en Asie. J'investis sur le côté humaniste de l'homme. Sur le côté espérance pour combattre la violence. Et je fais une critique intellectuelle radicale de la modernité telle qu'elle fonctionne. Et je fais une critique philosophique de la modernité. Car c'est là qu'il faut porter l'effort pour récupérer, bien sûr, les côtés positifs de la modernité. Je ne rejette pas la modernité. Vous croyez que cette attitude trouve ses racines dans votre racine musulmane? Absolument. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'humanisme arabe au Xe siècle, en plein Moyen-Âge. L'Iran actuel était une terre d'humanisme. Vous pouvez lire mon livre. Et il est discuté par mes collègues, ce n'est pas des racontars. C'est une thèse de doctorat présentée à la Sorbonne. L'humanisme arabe, c'est le titre, au Xe siècle. Alors là, il s'est passé quelque chose dans les sociétés musulmanes actuelles. Je vous ai dit tout à l'heure, la rupture à partir du XIIIe siècle. L'oubli. Mais l'oubli affecte toutes les sociétés. Vous croyez que l'Italie n'a pas oublié la période de Florence et de Venise et de Gênes et des républiques italiennes, les fameuses républiques italiennes, le Quattrocento, que tout le monde admire chaque fois que je viens en Italie. Pour moi, c'est un ravissement. Les villes italiennes.
Eh bien, les villes italiennes et l'Italie d'aujourd'hui, vous avez perdu beaucoup aussi. Et il vous reste beaucoup, heureusement, et tâchez de le garder. Merci. Ça, je crois que on a donné.